Et si la France de 2025 n'était qu'une rediffusion de l'histoire? Souviens-toi, en 1870, la France sort humiliée par la Prusse. Une république fragile, une société fracturée, une économie brinque-ballante. Et 20 ans plus tard, tout s'embrase. Aujourd'hui, on est assis sur la même poudrière. Une dette qui explose, des politiques qui vacillent et une population qui n'y croit plus. Tu veux un scoop? Quand l'État chancelle, il ne sauve jamais ses citoyens. Il les utilise. Ton épargne, ton salaire, ton patrimoine. Pour lui, c'est une caisse de secours. Alors pourquoi regarder cette vidéo maintenant? Parce que si tu ignores les signaux, tu vas répéter les erreurs du passé. Et si tu veux éviter de te faire balayer comme nos ancêtres, tu dois apprendre à voir le choc et à t'y préparer. Dans quelques minutes, je vais te montrer pourquoi la France d'aujourd'hui ressemble à la France d'avant 1914. Et surtout, quelles leçons tu peux en tirer pour bétonner ton argent. Et je vais pas te faire un discours académique ni te donner un cours d'histoire. Je vais te donner un plan concret pour que ton patrimoine survive même quand tout s'effondre. Alors accroche-toi bien, parce que ce qui a ruiné des millions de vies il y a maintenant plus d'un siècle risque de recommencer. Et reste bien jusqu'à la fin, parce que je vais te donner une stratégie complète que j'ai adaptée auprès de mes clients et qui est directement inspirée de l'histoire. Avant de commencer, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner, à lâcher un like ainsi qu'un commentaire. Parce que ce que je vais te révéler aujourd'hui, tu ne le verras jamais dans un bouquin d'histoire et encore moins dans la bouche d'un politicien. Je te propose de revenir un siècle en arrière. La France sort de 1870 avec une humiliation gravée au fer rouge. Défaite militaire, perte de l'Alsace-Lorraine et une république bancale qui peine à s'imposer. C'est le chaos politique permanent. Les gouvernements tombent les uns après les autres, des scandales financiers surgissent et des divisions idéologiques sont profondément ancrées dans la société. Ça te rappelle quelque chose et c'est normal parce qu'aujourd'hui on vit exactement la même situation. On a une dette qui dépasse les 3300 milliards d'euros avec des déficits chroniques depuis plus de 40 ans et surtout on a une instabilité politique et des gouvernements qui s'effondrent avant même d'avoir tenu leurs promesses. À l'époque, les Français pensaient avoir tout le temps du monde pour se reconstruire. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que l'orage couvait déjà. Aujourd'hui, on fait exactement la même erreur. On se dit que ça tiendra pour toujours. Mais honnêtement, regarde autour de toi. Tout est en train de craquer. En 1900, Paris brillait pour ses expositions universelles, ses grands boulevards et ses cafés littéraires. Mais derrière les vitrines, les inégalités explosaient. Ouvriers mal payés, grèves à répétition et inégalités sociales exacerbées. Bref, un pays qui dansait en surface mais qui bouillonnait de l'intérieur. Et la France de 2025, c'est exactement la même chose. On a bien évidemment les vitrines, les JO, les startups et les grands buildings de la défense. Mais derrière ces apparences, on a une jeunesse précaire, des classes moyennes pressurée et un pays qui se vit en deux mondes. On est la belle époque fragile, beaucoup de lumière mais des fondations qui tremblent. Et tu sais quoi? L'histoire nous montre que ces périodes finissent toujours de la même façon, par une rupture brutale. La Troisième République pensait être solide, mais elle s'est écroulée sous le poids de la Première Guerre mondiale. Nous, on se croit protégés par l'euro ou par Bruxelles. Mais quand la confiance s'évapore, aucune structure ne tient. Voilà pourquoi je te parle de ça. Parce que ce n'est pas un sujet académique, c'est un avertissement. L'histoire ne se répète jamais à l'identique, mais elle bégaye toujours. Et si on n'apprend pas de la période 1870-1914, on va se faire surprendre exactement de la même manière. Rappelle-toi, à la fin du 19e siècle, l'électricité débarque. Pour nous, c'est quelque chose de banal, mais à l'époque, c'était une révolution monumentale. Imagine, tu passes d'un monde éclairé à la bougie à un Paris qui s'illumine tout d'un coup. On a les premières ampoules, les métros qui sortent de terre, et le téléphone qui relie deux villes en seulement quelques secondes. C'était la Silicon Valley de l'époque, et comme aujourd'hui, ça excitait tout le monde, mais ça ruinait aussi beaucoup. De grandes fortunes se créaient dans le rail, dans l'automobile naissante ou même dans les grands magasins. Mais derrière, des milliers d'investisseurs se faisaient ruiner dans des investissements bidons qui faisaient faillite au bout de quelques années. Et ça ne te rappelle rien? Parce qu'aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle, les biotech ou encore la blockchain. Même scénario, fascination totale, promesse de révolution, et déjà les premières arnaques emballées dans de beaux packages marketing. Le parallèle est particulièrement violent. Hier, on vendait du courant électrique qui n'arrivait jamais dans les villages. Aujourd'hui, on te vend une intelligence artificielle miracle qui est en fait un PowerPoint adossé à ChatGPT. Le vrai problème, ce n'est pas la technologie, c'est la spéculation. En 1900, des investisseurs ont perdu leur chemise dans des projets de tramway qui n'ont jamais vu le jour. En 2025, combien d'investisseurs vont perdre leurs sous dans des entreprises IA qui ne sont même pas capables de cracher 1 euro de bénéfice? Et pourtant, tu ne
ne peux pas ignorer ces révolutions. Ceux qui avaient acheté des immeubles dans Paris Haussmann, qui ont investi dans l'électricité, ils ont surfé sur le siècle dernier. Aujourd'hui, c'est exactement pareil. Ignorer l'IA ou la blockchain, c'est se condamner à rester spectateur. Mais voilà la règle. Le progrès crée des fortunes et la spéculation les détruit. Si tu veux profiter de cette révolution, tu dois être exposé, mais pas intoxiqué. Tu dois avoir une part calibrée de ton portefeuille et pas un all-in suicidaire. C'est simple, tu peux avoir un peu d'exposition via des ETF thématiques, une pincée de Bitcoin et d'or pour la couche antifragile, mais ne jamais croire que ton avenir repose sur une seule révolution technologique. Parce que l'histoire nous l'a montré, les révolutions enrichissent ceux qui diversifient, mais détruisent ceux qui misent tout sur le même ticket. Quand tu regardes le passé, tu vois un truc très simple. Les crises ne frappent jamais au hasard. Elles frappent toujours ceux qui sont mal préparés. Et ça, c'est valable en 1900 comme en 2025. Et là, tu vas me demander quelles leçons tu peux en tirer. Eh bien, je vais te les donner. La première leçon, c'est que tu dois t'ancrer dans le réel. À l'époque, ceux qui avaient du foncier, des immeubles ou encore des infrastructures ont traversé les tempêtes. Pas les rêveurs qui pariaient sur des projets bancals. Et aujourd'hui, c'est exactement pareil, parce que tu crois être tranquille avec 30 000 € qui dorment sur ton compte. Mais tout ça, c'est du vent. La vraie richesse, c'est d'avoir des actifs tangibles. Immobilier international bien placé, infrastructure énergétique et actifs réels. Parce qu'un bout de terrain ou une part d'immeuble, ça ne s'évapore pas du jour au lendemain comme une promesse électorale. La deuxième leçon que tu dois en tirer, c'est qu'il faut être capable de surfer sur l'innovation mais sans se noyer. On l'a vu, l'électricité a enrichi quelques visionnaires mais a détruit des milliers de crédules. Aujourd'hui, c'est l'IA, la biotech, la blockchain. Et c'est exactement la même mécanique. Les premiers qui arrivent raflent la mise et les autres se font complètement tondre. Ce que tu dois retenir, c'est que tu dois être exposé à ces technologies, mais sur une part raisonnable de ton patrimoine. 10% par exemple, et pas 90%. Sinon, tu passes de futur gagnant à pigeon de la prochaine bulle. La troisième leçon qu'il faut en tirer, c'est qu'il faut sortir du tout France. Au 19e siècle, la France investissait massivement dans l'Empire ottoman, en Russie ou encore en Afrique du Nord. Pourquoi? Parce qu'elle savait que rester centré uniquement sur Paris, c'était déjà suicidaire à l'époque. Et aujourd'hui, si ton argent est coincé à 100% en France, tu fais exactement la même erreur. Parce que l'économie mondiale, elle avance. Que tu le veuilles ou non. Les États-Unis, l'Asie, l'Amérique du Sud, si tu ne diversifies pas, tu restes prisonnier d'un État endetté. Et quand la France toussera, ton patrimoine, lui, il sera déjà sous perfusion. Si tu veux en savoir plus sur comment internationaliser ton patrimoine, je te remets une vidéo juste ici. Quatrième leçon, tu dois te couvrir contre une monnaie qui s'effrite. En 1900, les talons or étaient la seule planche de salut. Les familles qui avaient de l'or ont traversé absolument toutes les crises monétaires. Aujourd'hui, l'or reste une assurance, mais il y a aussi Bitcoin. Oui, Bitcoin. Pas pour devenir un trader du dimanche, mais pour avoir une part de ton patrimoine qui est hors de contrôle de l'État. Parce que si demain l'euro vacille, celui qui n'a aucune couverture se retrouvera à poil. Cinquième leçon, tu dois anticiper les chocs sociaux et fiscaux. À l'époque, c'était les grèves, les scandales, les faillites d'État. Aujourd'hui, c'est les retraites, les blocages et surtout les taxes surprises. Ceux qui survivent, ce sont les discrets et surtout ceux qui ont une structure. Ceux qui ont une holding, une assurance vie luxembourgeoise et une mobilité financière. Bref, ceux qui n'attendent pas que Bercy décide de leur avenir. Et retiens bien ça, à chaque époque, ce ne sont pas les plus riches qui survivent. Ce sont ceux qui sont le mieux organisés. Et maintenant, je vais te montrer comment traduire ces 5 leçons en une stratégie concrète que tu vas pouvoir appliquer à ton patrimoine dès aujourd'hui. Alors arrêtons les théories et les leçons d'histoire balancées en l'air. La vraie question, c'est comment toi, tu peux transformer ces leçons en un plomb béton pour les 10 prochaines années. On l'a dit, en 1900, ceux qui gagnaient, ce n'étaient pas ceux qui couraient après les modes. C'était ceux qui avaient structuré leur patrimoine. Ceux qui avaient mis en place des bases solides, diversifiées et surtout accepté que le futur est probablement incertain. Alors voilà ce que tu peux appliquer dès aujourd'hui, basé sur l'histoire et qui sera résilient pour les 10 prochaines années. Premièrement, tu peux commencer par mettre 40% du patrimoine dans des actifs tangibles. Hier, c'était les immeubles haussmanniens, les terrains, les infrastructures. Aujourd'hui, ça veut dire immobilier à l'international bien choisi, et je te parle pas de ton studio pourri à Roubaix, l'énergie, l'eau ou encore les data centers. Bref, je te parle d'actifs concrets. Parce
Parce que quand les écrans boursiers virent au rouge, un appartement à Berlin ou une centrale électrique en Italie, ça continue de tourner. Ensuite, tu peux mettre 20% du patrimoine dans de l'innovation, mais de façon calibrée. Parce que je te le rappelle, l'électricité a créé des empires, mais a aussi conduit à la faillite. Ça va être exactement la même logique pour l'intelligence artificielle, la blockchain ou encore les biotech. Tu dois rester dans le jeu, sinon tu vas te faire larguer. Par contre, tu dois calibrer ton exposition, et 20% c'est un bon chiffre. Par exemple, des ETF thématiques sur la tech ou la santé, ou une partie sur de l'Ethereum. Mais tu ne dois pas jouer tout ton avenir uniquement là-dessus. On continue, avec 15% du portefeuille sur de la diversification internationale. On l'a dit, en 1900, la France plaçait son argent en Russie ou ailleurs pour compenser son retard sur son propre territoire. Et en 2025, la logique est exactement la même. Si tu as 100% de ton argent en France, tu es déjà mort. Tu dois mettre des billes aux US, en Asie et pourquoi pas en Amérique du Sud. Parce que le monde avance sans toi si tu restes bloqué derrière les frontières de Bercy. On continue avec 10% du portefeuille sur une couverture anti-crise. En 1900, c'était l'or. Aujourd'hui, c'est l'or, mais aussi le Bitcoin. Pas pour devenir un maximaliste, mais pour avoir une couverture en cas d'effondrement monétaire. Parce que si l'histoire nous dit bien une chose, c'est que les monnaies meurent, mais l'or et les actifs décentralisés survivent. Enfin, tu peux garder 15% du portefeuille en liquidité stratégique. Parce que tu veux savoir, ceux qui font fortune dans chaque crise, c'est ceux qui ont du cash à investir quand tout le monde panique. Les liquidités, c'est pas obligatoirement de l'argent qui dort, c'est ton arme de chasse. Ça te permet d'acheter quand les autres bradent. Et crois-moi, chaque crise offre des soldes gigantesques. Mais attention, tu dois te diriger vers des devises solides, comme le franc suisse, le dollar singapourien ou bien évidemment le dollar américain. Si je te résume tout ça, tu peux mettre 40% en actifs tangibles, 20% dans l'innovation, 15% sur des actifs à l'international, 10% en couverture anti-crise et 15% en liquidité stratégique. Et retiens bien ça, ce plan, ce n'est pas un rêve de banquier. C'est un plan de survie inspiré par l'histoire. Parce qu'en 1900, comme en 2025, ce ne sont pas les plus riches qui survivent, ce sont les plus organisés. Ceux qui ont compris que l'État ne protège pas, que les modes ruinent les épargnants et que la structure permet de survivre. L'histoire ne se répète pas, mais elle rime. Et si tu refuses de l'entendre, tu seras condamné à revivre les mêmes erreurs que nos ancêtres. Et là, je t'invite à regarder autour de toi. Une France surendettée à plus de 3300 milliards d'euros, des agences de notation qui sont en train de nous dégrader et une élite politique qui pense à sa prochaine élection et sûrement pas à ton avenir. Tu veux vraiment attendre que le système te protège ? Tu peux le faire. Mais le passé montre toujours la même chose. Quand un État est au bord du gouffre, il ne sauve certainement pas ses citoyens, il se sauve lui-même. Et il le fait toujours de la même façon, en rackettant ton épargne. Alors tu as deux choix. Soit tu continues comme 90% des Français à stocker ton argent sur un simple livret A en espérant que tout aille bien, soit tu prends tes responsabilités et tu structures ton patrimoine pour encaisser les tempêtes. Personnellement, je fais partie de ceux qui refusent de subir. Et si tu veux faire partie de cette minorité qui comprend les règles du jeu, alors je t'invite à suivre le lien en description. Tu pourras échanger directement avec mon équipe pour voir comment on peut structurer ton patrimoine. Et je vais te le dire de façon cash, ceux qui attendent d'être sauvés par l'État vont finir complètement ruinés. À l'inverse, ceux qui s'organisent deviennent antifragiles. Maintenant, le choix te revient. Tu dois choisir ton camp. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo et de laisser un commentaire. Parce que plus on est nombreux à comprendre ces mécanismes, moins ils ont de pouvoir sur nous. Sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, prends soin de ton argent.